Bonjour à tous. Merci à Div Bois de m'avoir invité parce que j'avais rencontré M. Chouraki et on avait fait un petit point, on avait une discussion intéressante et on est ravis d'être parmi vous. Donc, on est aussi adhérent d'Adiv Bois et avec grand plaisir. Alors, moi, je veux une petite présentation d'une demi-heure en toute simplicité. L'idée, c'était de présenter l'entreprise, de présenter un peu notre approche stratégique dans le bois depuis maintenant un certain nombre d'années. Et puis les ouvertures que l'on a faites dans le cadre de la maîtrise carbone et puis qui nous a amené à une belle aventure qui est en fait le fluvial avec des actions là-dessus de transport. Donc une approche voilà, qu'on m'a demandé de partager et qui est en cours chez nous. Juste une présentation parce que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, Poulenc, c'est une PME indépendante, 220 personnes aujourd'hui et 130 personnes à peu près dans la construction. Deux activités, la construction en bois et les travaux spéciaux. Donc, nous sommes certifiés Calibat pour tous les métiers du bois, de la charpente, ossature à la structure bois, y compris aussi un domaine de métallerie-serrurerie qui a aussi son importance dans la construction bois, notamment sur les immeubles. Nous sommes certifiés MAS, c'est une certification sécurité environnement. Donc, on est certifié depuis 2012. On est PEFC depuis 2009. Bon, donc, ça, c'est pour je dirais, nos compétences métiers. Notre chiffre d'affaires, on fait à peu près 40 millions d'euros de chiffre. C'est une progression constante depuis 2002 de 5 à 10% par an. 25 millions dans la construction en bois et 15 millions dans les travaux spéciaux. Donc, on construit des bâtiments collectifs, des bureaux, des gymnases, des groupes scolaires. Nos projets, on les mène en corps d'état séparés, généralement pour des lots charpentes et structures assez conséquents, donc souvent supérieurs à 1 million d'euros. Notre terrain de jeu préféré, c'est le macro-lot, c'est-à-dire que le clos est couvert, qui nécessite en fait une maîtrise et un ajustement. C'est quelque chose que l'on aime faire dans la gestion de projet. Et puis de l'entreprise générale sur des projets qui dépassent pas les 20 millions d'euros. Donc voilà, donc c'est à peu près la typologie des contrats qu'on est capable de faire. Notre rayonnement géographique, c'est le Grand Quart Nord-Ouest, avec 70% de nos réalisations sur la région parisienne. Alors, pour nous situer, nous sommes en Normandie, dans le 21e arrondissement, puisque visiblement, donc, si on considère que Deauville, c'est le 21e, nous, on est juste avant, au péage de Beuzeville, donc, ce qui fait qu'on n'est pas très, très loin de la région parisienne. La stratégie et notre approche de la construction bois. Donc, en fait, en 1995, on a eu à repositionner des métiers d'entreprise et on s'est donc intéressé à la construction bois avec mes associés en imaginant qu'un jour, on allait construire beaucoup plus en bois. Donc, on s'est, comme bon nombre de confrères, intéressés à ce qui se faisait en Allemagne, dans les pays nordiques et au Canada. Et on a dressé des constats, parce qu'il a fallu, dans les orientations, positionner des choix un peu stratégiques et économiques. Donc, les premiers constats ont été que la technique constructive n'est jamais connue d'avance. C'est-à-dire qu'elle se définit en fonction de la typologie de bâtiment, des contraintes imposées, hauteur, les volumes à respecter, les épaisseurs de plancher, les poids, enfin un certain nombre d'éléments, et toutes les exigences réglementaires qui sont dans notre pays. Donc, difficile à un moment donné de choisir en fait un modèle. Et puis avant que certains donneurs d'ordre s'intéressent à la construction bas carbone, eh ben, les perspectives de marché n'étaient pas claires. C'est-à-dire que parlait un peu de maisons, bâtiments, très peu. Et donc, dans un choix stratégique industriel, se dire il va falloir trouver une voie, sachant que nous ne sommes pas fabricants, les choses étaient un peu complexes. Donc ça, c'était le deuxième constat. Le troisième, c'est que forcément, la construction bois allait ouvrir un autre champ
qui était la collaboration peut-être un peu plus présente entre le concepteur et les entreprises pour arriver à un compromis. C'est-à-dire que la tradition qui voulait que les entreprises interviennent des fois en deuxième rang avec des cahiers des charges bien établis. Là, il y avait ce qu'on avait pu constater qu'il y avait une espèce de discours un peu compétitif qui se menait en amont et avec les gens de la construction. Donc ça, c'était un constat qu'on avait fait. Et puis un point, c'était un certain nombre de freins à lever, donc avec une filière qui devait être organisée. Et heureusement, aujourd'hui, ça commence à le faire, mais il y avait quand même tout un tas de freins qui étaient assez compliqués. Et puis, dernier point, c'était la ressource. L'objectif pour nous, et c'est plutôt une réflexion qui est tout à fait personnelle à Poulenc, c'était de se dire que pour que la ressource soit là, il faut qu'il y ait un marché. Et pour qu'il y ait un marché, il faut que quelque part, il y ait une espèce de volume avec au moins 15-20% de construction bois dans le parc constructif français. Et donc, on s'est ouvert, nous, la possibilité d'être assez large dans nos choix d'approvisionnement. Donc, en fait, nos bois viennent d'Europe et de France, mais d'Europe, avec par contre un dénominateur commun qui est en fait du bois certifié. Donc, et en fait, nous, c'est PEFC. Donc, là-dessus, ces constats ont été faits avec le dernier point qui était de dire que la construction bois nécessitait de la mise au point d'études extrêmement élaborées et donc de ce fait-là une ingénierie particulière. Donc face à ce constat fait, on s'est dit il va falloir apporter des réponses si on veut créer notre activité bois. Alors, on a commencé, en fait, l'aventure est coûteuse parce qu'avant qu'on commence à en récolter les premiers fruits, on a commencé par muscler notre bureau d'études. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un bureau d'études qui est composé de 15 ingénieurs, concepteurs, calculateurs, capables de discuter donc, avec les bureaux d'études et maîtrise d'œuvre sur la mise au point des principes constructifs. On s'est positionné, comme je disais tout à l'heure, comme des ensembliers, c'est-à-dire que n'étant pas fabricants, on a laissé ouvert tous les choix des possibles, c'est-à-dire aussi bien l'ossature bois que le CLT, que le LVL dont je parlerai tout à l'heure, dans l'idée à un moment donné de pouvoir faire en sorte d'utiliser le bon produit au bon endroit. La deuxième réponse, sur un marché qui n'était pas déterminé sur la typologie d'ouvrage à construire, on a créé un outil polyvalent. Donc, cet outil, il est au bord de la A13 à Beuzevist. On a 5000 m² d'atelier, charpente et métallerie. Et on a fait cet atelier pour être capable de fabriquer tous les composants de murs, planchers, caissons de toiture. Et ça, c'était une volonté de faire une fabrication en fait en propre. Le deuxième point, ça a été dans une entreprise qui était une PME bâtiment, plutôt corps d'état séparé, ça a été de former nos équipes travaux à la gestion de projet. Donc ça a été le gros chantier qui nous a pris 10 ans à faire en sorte que nos compétences de conducteurs de travaux soient capables à un moment donné d'interagir sur la gestion globale de projet pour notamment les limites de prestations sur un clos et couvert. Donc ça a été quasiment 10 ans de formation et être en capacité de pouvoir coordonner et de pouvoir répondre notamment à des sujets d'entreprise générale lorsqu'on est notamment sur des rehaussements d'immeubles qui font partie aujourd'hui des compétences de l'entreprise. Un autre point de réponse, c'est la ressource qui est un sujet qui anime beaucoup les discussions. Ça a été de conclure des accords commerciaux avec des fabricants, donc de lamellé-collé, de CLT, de LVL, de bois massif, toujours avec le critère du PEFC, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse avoir une part réservée. Donc, Xavier Collin
on s'est vu il n'y a pas très longtemps pour signer quelques accords, pour pouvoir disposer d'une ressource. Et pour terminer, on s'est inscrit il y a maintenant une dizaine d'années dans une démarche de construction bas carbone. Nous avons fait une résidence à Noisiel qui était la première résidence BBCA, donc le promoteur étant le Crédit Agricole. Et on a livré un bâtiment, en fait, BBCA, il y a maintenant 3 ans. Nos engagements ont été les suivants, c'est-à-dire que pour pouvoir parler empreinte carbone, il faut commencer à faire un bilan. Et donc, on a établi au sein de l'entreprise un bilan GES qui est aujourd'hui consultable sur le site de l'ADEME. On a travaillé avec le cabinet Nova HR, avec qui on a monté en fait ce bilan en faisant en sorte d'identifier 8 postes qui étaient les plus émissifs en termes de consommation carbone. Il y avait l'énergie de notre site de Beuzeville, puisque on a quelques machines-outils, on a de la machinerie qui consomme, le fret, l'énergie en fait sur les chantiers, c'est un poste aussi important, le déplacement de nos compagnons, parce que étant en province, c'est un poste qui pesait, la gestion des déchets, notre parc immobilisé en général et les emballages. Donc le classement par poste a permis de mettre en exergue les postes les plus émissifs en matière de CO2. Et le fret était le deuxième poste le plus polluant identifié dans l'entreprise. Il faut savoir que Poulenc, c'est à peu près entre 5 et 600 transports à l'année vers la région parisienne. Donc, en fait, nous avons dressé ce bilan et ensuite, nous avons défini un plan d'action. Ce plan d'action devant nous conduire à un horizon de 2030 à une réduction de 25% de notre empreinte carbone. Alors, il y a des choses relativement simples qu'on a mis en place immédiatement, comme la gestion des déchets. Enfin, il y avait un certain nombre de choses, comme le remplacement, par exemple, de certaines ampoules à l'entreprise. Enfin, voilà, des trucs simples. Et puis, on a programmé aussi des choses plus lourdes financièrement. C'est la révision de notre parc véhicule, qui était essentiellement diesel, puisque voilà. Donc, l'objectif, c'est d'ici 5 ans, c'est de renouveler ce poste en remplaçant par un poste soit hybride. Alors, on attend l'hydrogène, mais pour l'instant, voilà, ça fait partie des choses. Mais on a pour objectif de commencer dès cette année à remplacer. Donc, ça, cette démarche nous a amené aujourd'hui à se dire, ben voilà, on a des enjeux. Et je parlerai tout à l'heure du poste fret, qui est du deuxième, qui était la deuxième source la plus émissive, qui nous a conduit à réfléchir sur l'affrètement par péniche pour ramener une partie de notre production sur la région parisienne. Le point, en fait, aussi, ça a été d'intensifier notre sélection en fait, de fournisseurs PFC. Aujourd'hui, 74% de notre volume de bois provient de fabricants qui sont PEFC. L'idée, c'est que sur 2020, on soit à 80% et d'être dans un schéma entre 80 et 100%, d'avoir un schéma d'amélioration à peu près de 2 à 3% tous les ans. Un autre élément qui était important, c'était de concevoir, puisque on avait imaginé de laisser la porte ouverte à une importation possible de matériaux venant d'Europe, enfin de toute l'Europe, c'était de concevoir nos éléments en Normandie. C'était un point. Donc, ici, nous sommes en capacité de concevoir, usiner, assembler tous les composants constructifs, murs, planchers, caissons, et tout ça se produit en Normandie. Et avec le point toujours présent qui était de dire, mais en faisant venir le bois d'ailleurs, il faut qu'on reste dans une démarche en fait écologique avec une empreinte carbone qui soit toujours en fait dans le spectre que l'on avait imaginé. Et puis un autre élément pour répondre en fait au constat qu'on avait fait, c'était de dire que
finalement, il était intéressant de toujours continuer à rechercher des alternatives techniques aux solutions existantes. C'est-à-dire que le CLT s'est imposé, le lamellé-collé depuis très longtemps. Et puis là-dessus, nous, on les utilise, on connaît parfaitement en fait, cette matière. Et le point, c'est qu'on s'est dit, mais est-ce qu'il y a des champs d'ouverture possibles? Et on a réactivé un contact que l'on a eu, puisqu'en 2013, on a fait un bel ouvrage de charpente qui était à Clamart. On a fait le gymnase en poutre caisson Cartoripa avec Metsaoud, un chantier pour lequel on avait eu un prix de charpente. Et on s'est dit, bah, tiens, cette technique que l'on suivait un peu de loin, ça serait pas mal de la réactiver tout en sachant que ça pourrait être un élément complémentaire aujourd'hui à l'offre existante. Et donc, on a lancé, je dirais, depuis c'était juin l'année dernière, une approche en fait Cartoripa et sous une technique, donc sous la technique Cartoripa, mais sous le label Poulenc-Care. En fait, l'objectif, c'est de construire des planchers bois pour des bâtiments, enfin, quand je dis bâtiment, c'est des bureaux, c'est du logement. Et l'avantage, c'est que cette fabrication se fait dans nos ateliers, puisque ce sont des éléments reconstitués. Donc, on profite du savoir-faire Metsaoud qui, quelque part, avait ses avis techniques sur le produit. Et le point Poulenc, c'était de profiter en fait de cette compétence et éventuellement d'apporter un peu notre pierre à l'édifice sur quelques sujets, notamment l'acoustique dont je parlerai tout à l'heure. Donc, l'étude de faisabilité, en fait, a été menée en 2019 sur 6 projets que l'on avait en étude et donc sur 6 projets actifs où on a effectivement comparé, fait une étude comparative en tout point technique, feu, acoustique, résistance mécanique, entre le LVL, le CLT, pour se dire, voilà, est-ce que quelque part c'est une alternative possible? On a fait une restitution qui nous a permis de cocher toutes les cases avec quelques éléments en fait encore en suspens que l'on va gommer d'ici peu, mais on a gommé toutes les cases qui nous ont permis de continuer en fait cette projection. On a formé nos ingénieurs bureau d'études avec les ingénieurs de chez Metsa pour qu'ils s'approprient en fait les outils de calcul. On a équipé nos ateliers de tables de montage complémentaires. On a investi dans un laboratoire d'essai en fait pour tout ce qui est collage et on a équipé nos ateliers pour garder une unité d'hygrométrie et de chauffage régulé. Former nos équipes, on a formé une équipe au contrôle qualité et le 22 septembre, donc mardi dernier, nous avons passé notre audit FCBA pour la partie fabrication des éléments. Donc, audit qui s'est bien passé. On attend simplement, nous, on avait nos résultats de notre laboratoire de test qui étaient favorables. Eux ont envoyé à leur laboratoire. Le juge de paix, ça sera dans 15 jours, 3 semaines, à savoir si nos résultats correspondent avec les leurs. Et le 5 novembre, nous allons compléter les études qui avaient été menées par Metsaoud sur la partie acoustique avec le FCBA. Donc, à Bordeaux, nous envoyons des éléments pour procéder à peu près 10 tests acoustiques pour lever ou compléter en fait les éléments qui existaient déjà pour faire en sorte, notamment sur les basses fréquences, d'avoir des éléments un peu plus probants, dans l'objectif d'avoir à l'arrivée une espèce de référentiel qui pourra nous servir donc, pour nos projets et qui pourra servir notamment au bureau de contrôle et aussi au bureau d'études. Donc, on est associé avec un bureau d'études acoustique pour mener cette démarche. Donc, c'est un point pour nous intéressant qui nous a
amené aussi en fait une nouvelle possibilité. Donc, c'est une offre un peu différenciée, mais on a ouvert encore un petit champ complémentaire avec un objectif à partir de janvier 2021, c'est d'avoir à peu près une production de 15 000 m² de plancher Cartoriba que l'on consacrera à nos chantiers. Cette expérience d'R&D, si j'ai pris un peu de temps d'en parler, c'est que ça va nous amener à parler du fluvial, mais elle a eu aussi un intérêt pour nous, c'est que en termes de cohésion d'équipe, nos équipes ont été associées à une démarche technique et normative. Ils ont pu prendre conscience, parce que ce n'est pas toujours le cas lorsque nous sommes des constructeurs et des gens de terrain, de voir en fait la précision et les règles à appliquer pour arriver à un produit fini. Donc là, ça a été en fait une démarche collective et qui a été bien appréciée au sein de nos équipes. Alors, Il y a aussi un intérêt commun, c'est que là-dessus, on a un industriel et un entrepreneur. On s'est retrouvés chacun avec nos motivations, nous de promouvoir une technique et d'apporter une offre un peu différenciée, et lui vendre son produit. Donc, quelque part, on avait des intérêts convergents. Un des points des avis techniques, en fait, Metsaoud, ça avait été généré, en fait, l'acoustique était traitée par des bits calcaires, etc. Et à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi pas dans cette réflexion aujourd'hui du réemploi, de remettre des choses. On a traité la problématique acoustique avec de la récupération de béton issu de la démolition. Alors, Poulenc, il y a une activité travaux spéciaux, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Travaux spéciaux, c'est curage, désamiantage, déplombage. Et on est souvent groupé dans le cadre de chantiers importants avec le groupe Prémisse, avec Prémisse qui fait partie du groupe Bouygues. Et on s'est dit, mais aujourd'hui, qu'on mette du calcaire ou qu'on mette du béton, il y a peut-être un intérêt de faire du réemploi. Bon. Donc ça a été un champ ouvert de réflexion et qu'on a mené et qui finalement aboutit, puisque aujourd'hui, il y a la filière. En plus, c'est à Gennevilliers. Donc, Gennevilliers, c'est le port où on amène nos caissons. Et deuxième point, c'est que dans les exigences mécaniques de correction, c'est que le béton correspond complètement, puisque finalement, on doit apporter de la masse sur des éléments de plancher. Donc ce point-là, ça a été un élément ouvert et intéressant, parce qu'on a commencé cette histoire en se disant, voilà, il y a dans l'idée la construction bas carbone, mais dans le bas carbone, il y a aussi la réutilisation, parce que si on pousse les choses un peu plus loin, s'il y a une espèce de quadrature du cercle là à faire. Et ce point-là, on l'a mené au départ de façon amusante, mais aujourd'hui, de se dire qu'on va le tester avec le FCBA pour que demain, ça fasse partie, nos caissons fassent partie, soit composés de ces éléments de béton de réemploi. Donc ça nous a amené à un point que je vais développer, c'est l'expérimentation fluviale. C'est-à-dire que là où nous sommes situés, donc nous sommes situés dans l'agglomération d'Honfleur, nos bois arrivent à Honfleur, font 12 km, arrivent à Beuzeville pour être transformés, usinés, travaillés, et puis après partent par camion. Donc c'est ce que je disais, 500-600 camions par an. Et là, on s'est dit, mais bon, pourquoi pas utiliser la Seine pour pouvoir faire en sorte d'approvisionner une partie de notre matière première. Donc, on a mené une expérimentation donc avec Aropa et VNF, et puis avec un prestataire qui s'appelle Sogestran. Je ne sais pas s'il est là, parce qu'il devait participer. Donc, l'idée, c'était de travailler ce sujet-là en se disant, on va le faire sous forme d'expérimentation, mais avec une espèce d'envie, se dire, mais il n'y a pas de raison que, quelque part, on n'arrive pas à généraliser ce genre de choses. Donc, transport fluvial. Alors, en fait, on a réfléchi, parce qu'il fallait qu'on réponde quand même à des équations.
faire en sorte que ça ne nous pose pas beaucoup plus de contraintes quand même. Et on a généralement le constat, c'est qu'on n'a pas très peu de stockage sur nos chantiers. Le point, c'était d'assurer en fait une manutention simple, surtout pas la compliquer en faisant du dépilage, rempilage, etc., qui comporte quand même des risques. C'était aussi à un moment donné, pas d'affréter une péniche, parce que là, c'est quand même un peu compliqué, on n'est jamais sûr du volume transporté. Il fallait aussi qu'on soit dans un schéma de rapidité de transport, parce que là encore, impossible pour nous d'amener des contraintes supplémentaires de planning. Et puis essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'aléas possible. Donc ça a été de se dire, mais finalement, bon, un camion, c'est simple, on le charge, il arrive sur le chantier. Là, on va prendre un circuit un peu plus sinueux, mais grosso modo, il ne faut pas que ça change, faut pas que ça change grand-chose. Donc là-dessus, en fait, il a fallu définir le type de container. Alors, je parlerai tout à l'heure des solutions parce que on a utilisé ce qu'il y avait sur le marché et c'est plutôt des containers maritimes. Donc, on a utilisé le flat rack et un autre point c'est à peu près la même chose, qui s'ouvre sur le côté. L'objectif était d'imaginer, de paramétrer en fait nos éléments pour que ça puisse rentrer sur un container. Donc, vous voyez les dimensions, c'était des 12 mètres de long, 2 mètres 24, hauteur 1,97. Et il y avait ce schéma à respecter pour faire en sorte d'être dans des gabarits et faire en sorte que ce container puisse être transporté sur un camion, mais aussi sur une péniche. Donc ça a été un point important, c'est de calibrer en fait nos chantiers. Donc l'expérience que l'on a fait, c'est sur le chantier de Tolbiac. C'était des éléments, c'est un mur en bois, des éléments qui faisaient 2 mètres de large, que l'on a posé à champ, et l'expérimentation fluviale que l'on a fait, ça a été sur ce chantier. Donc le point, voilà les photos, c'est que on a préparé en fait colisage. Le chantier, vous l'avez, c'est donc ce chantier Tolbiac, qui est quand même dans un environnement extrêmement contraint, 13e arrondissement, avec un quartier avec énormément de travaux. Donc l'objectif était de réaliser cet approvisionnement à peu près dans les conditions, je dirais, normales d'utilisation d'un camion comme on avait l'habitude de faire. Donc notre trajet, il a été le suivant. Là, vous voyez en fait 2 flèches parce qu'il y a 2 possibilités. Donc, la matière arrive à Honfleur. Là, on est plutôt dans le sens du départ, mais elle arrive en fait à Honfleur. Elle vient à Beuzeville et ensuite 2 possibilités. Le Havre et Radicatel qui est au pied du pont de Tancarville. Donc, grosso modo, on a 12 km pour approvisionner notre marchandise et on a 28 ou 30 km en fonction des choix de départ de nos produits. L'expérimentation, si je ne m'abuse, voilà. Donc ça a été déchargé en fait au port de Gennevilliers. Donc, il faut savoir que nous, l'intérêt que l'on avait, c'était qu'on ne dépasse pas 48 heures d'acheminement. Donc, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'entre le stockage au Havre et l'arrivée à Gennevilliers, ça met à peu près 48 heures. Voilà. Et ensuite, on avait nos derniers kilomètres, donc 20 kilomètres que l'on a fait en camion pour arriver sur le chantier en fait, de Tolbiac. Quelques photos pour illustrer, c'est-à-dire que voilà un peu le mode de conditionnement. Et l'autre point, c'est que, un point important, c'est qu'on n'a pas affrété une péniche et on a fait partie d'un convoi. Seule solution possible, puisque aujourd'hui, il y a en fait un trafic journalier qui part du Havre vers les ports de Gennevilliers et l'autre, c'est de l'autre côté, c'est Bonneuil. Et donc, il y a un trafic journalier. Et notre objectif était de dire, ben voilà, demain, c'est un container, après-demain, ça sera peut-être 3. Voilà. Mais c'était de faire partie d'un trafic. Donc, voilà en gros comment ça se passe. On parlera tout à l'heure. Ouais, on parlera tout à l'heure du mode de
conditionnement parce que c'est un point important, il y a des économies à faire là-dessus. Donc, cette expérimentation a été menée, il y a eu 3 transports, pardon. 3 transports, on va en faire d'autres à partir du mois d'octobre. Et en fait, l'important, c'est aussi parler coût, hein, puisque là-dessus, ça a été un coût qui a été pris en charge pour cette expérimentation. Si je parle des données brutes comme ça a coûté 3 fois plus cher qu'un transport normal. Bon. Mais ça, c'est la première expérimentation. En fait, ça a coûté 3 fois plus cher. Il faut savoir qu'un camion, c'est entre 5 et 600 euros. Là, ça nous a coûté entre 1 800 et 2 000 euros. Par contre, on a économisé 20% de CO2 par rapport à un transport traditionnel. Les pistes d'amélioration économique, donc on s'est donné des objectifs. Il y en a qui sont faciles à atteindre. Par exemple, je vous parlais du conditionnement. Donc, on a conditionné sur ce flat rack là, qui est plutôt maritime. Donc, il n'est pas forcément approprié pour ce genre de choses. On est en train de réfléchir à un mode de container qu'on fabriquerait nous-mêmes. Alors, à définir. Mais aujourd'hui, on pourrait gagner sur les dimensions, mais surtout sur le fait de pouvoir mutualiser un certain nombre de choses. Donc, ça fait partie du deuxième volet, parce que là, notamment le dépotage que l'on a fait, alors le dépotage, c'est on a été amener nos éléments au Havre, on les a mis sur le container. L'objectif, c'est de le faire chez nous. Si on le fait chez nous, avec les moyens appropriés, notamment de containers adaptés, on pourrait faire une économie immédiate de 30%. Ça veut dire que le prix baisserait de 600 euros. L'autre point, c'est que actuellement, le container revient à vide. C'est-à-dire qu'on envoie des choses, ça revient à vide. Aujourd'hui, et en plus, ça revient par route. Pas très satisfaisant. Mais là-dessus, on pourrait aussi faire une économie à partir du moment où on serait capable de faire du fret retour. Alors, on a des activités chez Poulenc Travaux Spéciaux qui font qu'on a du matériel, notamment amiante, des déchets, enfin des choses comme ça qu'on pourrait à un moment donné mutualiser. On y réfléchit, mais ça ne fera pas tout. Mais si on arrivait à travailler sur un retour fret dans l'autre sens, ça nous permettrait encore de faire une économie de 600 euros. Le dernier point, c'est si notre container, on peut gagner à peu près 20% de place supplémentaire liée notamment à cet empattement un peu lourd, là, on pourrait gagner encore 100 euros. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce coût soit à peu près 1,5%, non, 1,5, un coefficient de 1,5 par rapport à ce qu'on paye pour le transport routier. C'est-à-dire que 500, il ne faut pas que ça nous coûte plus de 750 à 800 euros pour économiquement être acceptable pour nous, parce qu'il faut savoir que le transport représente le post-transport sur une opération bois, c'est entre 2 et 3,5% du chiffre d'affaires d'une opération. On pourrait accepter de rajouter 0,5 à 1%, mais on ne pourra pas aller plus que ça. Il est clair que tous les acteurs avec qui on travaille sont motivés par la démarche. Donc, Sogestran, avec qui on a fait cette expérimentation. Un autre point qui a coûté, c'est les derniers kilomètres, c'est-à-dire que les derniers kilomètres parisiens d'affrètement de camions pour faire Gennevilliers et Tolbiac, les 20 derniers kilomètres, nous ont coûté quasiment aussi cher que de faire Beuzeville-Tolbiac. Donc, au départ, on aurait pu voir que 3 fois plus cher, inacceptable et quasiment irréalisable. Or, si on met les choses et qu'on gomme au fur et à mesure les éléments, on doit pouvoir arriver à des prix qui vont être entre 1,25 et 1,5 supérieurs au prix actuel. Le point, c'est que je parlais de 600, entre 5 et 600 transports. Notre objectif, c'est qu'en 2021, on fasse à peu près 10%
de nos transports par le fluvial. Et l'idée, c'est de progresser de 10% tous les ans. Et on essaye de mobiliser la filière et les acteurs pour faire en sorte justement de mutualiser et de faire en sorte que le fret puisse quelque part intéresser aussi d'autres prestataires. Parce que plus on ira dans un sens et plus dans l'autre sens, on évitera de revenir à vide, plus on arrivera à amortir les choses. Donc les prochains tests, il y a 7 tests au mois d'octobre. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet.